Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Faisons le point. Faisons le point, c'est une émission qui sort un mercredi sur deux et qui parle avec un invité d'audiovisuel. Pour ce second épisode, nous serons avec Thomas Caltagirone. En parallèle de ses études de langues étrangères, il s'est lancé dans le milieu de l'improvisation théâtrale, où il a fait ses premières armes. Il a ensuite décidé d'en faire son métier, comédien professionnel. On profitera de ce podcast pour parler de son parcours, de comment il s'est formé, de ce que lui a apporté l'impro et de ses différentes expériences de tournage. Salut Thomas, comment ça va ? Salut, ça va les gars? Alors attention parce que j'ai cru que c'était à moi que tu parlais du coup. C'est vrai qu'on est deux Thomas, ouais. Là ça va être compliqué, on a deux Thomas sur le plateau, c'est terrible. Donc je me permets de quand même dire bonjour. Ouais, je t'autorise à dire bonjour Thomas, vas-y. Merci. Bonjour. Bonjour du coup, voilà. Comment on va faire la différence entre nous deux? Ça va être n'importe quoi. Ouais. Bah écoute, moi on va m'appeler Fromont je pense pour aujourd'hui. Ouais, on va t'appeler Fromont, on va faire comme ça. Très bien, moi ça me va. Comme ça je garde le prénom Thomas. Comme ça Ouais. tu gardes l'exclusivité du prénom Thomas, quelle chance. Putain, c'est Bon. l'enfance. Bon donc Thomas, on le disait, t'es comédien. Ouais. Je fais de l'improvisation théâtrale comme tu l'as dit depuis 2014 en amateur. J'ai fait partie de deux troupes différentes. Je faisais ça pendant que je faisais mes études à côté. Ouais. Et comme je séchais beaucoup les cours et que j'étais déjà bon en anglais, donc j'avais pas besoin de faire mes devoirs, etc. Et j'étais très souvent libre pour faire des trucs. Donc dès qu'il y avait une place libre pour jouer, je sais pas, à Cahors, à Lyon, etc., moi j'étais présent. Donc depuis ma première scène en mai 2015, j'ai fait pas loin de 150 spectacles différents. T'as commencé à Ah quel oui quand âge même. Ouais, hein. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 18 ans. Ok, donc Voilà, je pensais ouais. que c'était beaucoup plus tôt que ça, mais ok d'accord. Ouais. Et c'est que je pouvais pas avant, donc parce qu'ils voulaient que pour prendre des cours d'impro, il fallait soit que j'ai 18 ans, soit que j'ai déjà eu d'expérience de théâtre, tu vois. Ouais, ok. Ouais. Donc j'ai fait un an de théâtre à l'appart théâtre qui se trouve à Hôtel de Ville. Mhm. Puis j'avais juste hâte que l'année se finisse pour que je puisse faire l'impro. Ouais. Ouais, parce que Oui, j'étais pour aller fan faire d'impro, l'impro au quoi. final. C'est ton but Mais- c'était vraiment de faire l'impro. Ouais, mais du coup, j'étais fan d'impro depuis déjà beaucoup plus longtemps que ça. Genre depuis que j'ai 16 ans, j'étais déjà fan de La Lisa, qui est la troupe dans laquelle Ouais. je suis actuellement. J'allais à tous leurs spectacles. On était tellement fans avec mon frère qu'ils nous ont demandé de l'aide au bout d'un moment. Et donc, avant qu'on fasse de l'impro, on était déjà sur scène en tant que figurant. Il y avait un spectacle dans lequel on était. Bah, la thématique, c'était Survivor, donc c'était un peu gladiateur. Mhm. Et ils nous avaient déguisés en esclaves romains. Et on avait les joueurs qui étaient dans des cages et on les montait sur scène avec mon frère. Ah, c'est excellent. Excellent, ouais. Et puis j'étais tellement fan que quand on n'était pas sur scène, on était au fond de la salle et on regardait le spectacle, on kiffait. Et j'avais carrément oublié que j'avais un boulot à faire. Donc entre deux impros, je suis là à voir mon frère sur scène et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Qu'est-ce qu'il fout ? Et puis il y a le MC, le présentateur, qui fait, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre esclave dans la salle? Et ça, je me dis, oh merde! Merde, j'ai oublié. Et j'ai couru, tu vois, à travers la salle. C'était un moment assez embarrassant, mais bon, c'était drôle. Les improvisateurs trouvent que tous les accidents sont drôles, de toute manière, Oui, donc ça oui. va, quoi. Ouais. Je trouve que ça claque quand même de dire que ton premier rôle ça a été d'être esclave. C'est pas Grave. faux. Et même, on était dehors, en costume, à dire aux gens, venez, il y a un spectacle ce soir, tu vois, en costume, en personnage même. Voilà, ça fait une première expérience parce que tu es en contact direct avec le public, tu vois. Ah, c'est cool. Ouais, parce que du coup, enfin, je pense que quand tu commences tôt, tu t'en fous un peu du regard des autres. Là, tu commences à être un âge où tu fais un peu plus gaffe, où tu as un peu plus peur peut-être. Comment ça s'est passé, genre Personnellement, le je m'en foutisme vient mieux avec le temps. Surtout en Ah, tu impro, trouves parce qu'on apprend justement à pas s'en foutre, Ouais. tu vois. C'est qu'au départ, quand tu fais de l'impro, il y a beaucoup de choses que tu t'empêches de faire. Hmm. Et c'est pour ça que tu as un prof qui est là pour dire, non mais Oui, oui. fais ce que tu veux en fait, il n'y a pas de limite. Voilà. C'est clair. Et du coup, qu'est-ce que tu fais en dehors de l'impro ? En dehors de l'impro, du coup j'essaie de trouver du travail en tant que comédien, donc j'ai fait du cours avec vous, hein, d'ailleurs. Je donne des cours d'impro, c'est là qu'il y a une diversité, tu vois, déjà dans l'impro, je donne des cours d'impro, je me fais embaucher comme arbitre parfois, par exemple à Clermont, par Improvergne. Ils m'ont demandé comme arbitre parce qu'ils savaient que je me professionnalisais, ils se disaient, bon, on va essayer de faire marcher le petit.
Tu vois, donc je me fais embaucher beaucoup par des potes. Ouais, c'est assez divers. Hors impro, j'avais bossé pour la Stas avec 2 potes improvisatrices, mais on était déguisés en faux contrôleurs pour l'inauguration de la 3e ligne de tram. Donc, comme c'était un jour gratuit, on a fait un gag dans lequel on était contrôleur et on contrôlait l'absence de titre de transport. C'est la Stas qui nous a demandé, écoutez, on a besoin de gens. C'est une trop bonne idée. Tu vois, ça fait un truc, on s'est réunis à 3, on a dit bon, on a qu'à faire ça. On a écrit des chansons, etc. Et on a eu des moments d'impro au moment où, tu vois, ceux qui étaient là pour l'inauguration de la 3e ligne savent que, il y a eu des problèmes. Je crois que c'était les gilets jaunes, un truc comme ça, mais du coup, le tram ne marchait pas. Donc, tous ceux qui voulaient prendre le tram pour voir la 3e ligne, ils étaient coincés à Château-Creux. Et donc, nous, on était là, faut divertir les gens sur le quai. Donc, on a fait une file indienne jusqu'à Bellevue, tu vois. C'est la chenille qui redémarre. Parce que tu vois, les gens étaient vraiment vénères et on est là, autant les faire rire. Et il y a genre 15 personnes qui nous ont suivis, ça a été drôle. Voilà. Ouais, j'imagine une file indienne à 15 jusqu'à Bellevue. Ouais, en fait, on s'est arrêté très tôt dans la file. C'est qu'on a fait juste 10 mètres, mais en chantant, tu vois. Et puis on s'est rendu compte, tu vois, ça devient un peu vieux au bout de 10 secondes. Donc on a fait le retour jusqu'à Château-Creux et on a laissé les gens là. Voilà. Et sinon, après, je suis en train de monter un spectacle avec une pote qui fait de l'impro aussi. Tu vois, c'est toujours le milieu de l'impro, mais là, c'est pas de l'impro. C'est un spectacle écrit qu'on va jouer peut-être au Théâtre Libre, mais bon, du coup, toutes nos répètes sont tombées à l'eau avec le coronavirus. Ouais. Et du coup, c'est basé sur les masques, parce qu'on utilise il y a une technique d'impro dans laquelle tu utilises des masques, pas sur scène, mais en atelier. Parfois en intégral, parfois en mi-masque. Les masques intégrales, on appelle ça des masques pleins. Et en fait, c'est ce qu'on utilise un peu pour libérer un petit peu le subconscient, tu vois, du comédien. C'est pas utilisé sur scène, mais c'est utilisé en cours pour être dans un état second. Donc on appelle ça le transmasque. Et donc ma pote fait des ateliers de transmasque. Elle est spécialisée là-dedans. Elle a fait plein de masques elle-même qui ont vraiment l'air pro. Et elle se dit, voilà, tu vois, j'aimerais bien les utiliser, mais sur scène. Donc monter un spectacle. Donc on a eu l'idée de faire un spectacle à 2, dans lequel on est 2 comédiens. Et on joue tous les personnages, sauf que chaque personnage différent est un masque différent. Ouais, ok. Voilà. Okay, et on a adapté Faust, du coup, là-dessus. Je joue le diable. Donc il y a un moment donné où... c'est un peu du spoiler, mais bon. Je suis torse nu avec un masque rouge et une perruque que j'ai acheté genre dans un magasin de farce et attrape, mais c'était sur la photo, c'était une femme, une belle femme brune, mais du coup ça fait drôle parce que du coup j'ai vraiment l'air complètement con. Et ça fait drôle. C'est ça, et ma pote joue Faust. Et je joue tous les autres personnages autour. Ok, mais du coup ça c'est pas de l'impro pour le coup, c'est écrit. C'est pas de l'impro, c'est écrit. En fait, on va laisser peut-être une part d'impro, mais au final, on a carrément toute la trame qui est écrite. Oui, okay. On a chaque étape. L'impro est venu en fait dans l'écriture, tu vois. C'est qu'on a essayé des scènes. On a été à 2. On avait un pote qui nous aidait, qui nous faisait metteur en scène, et il nous disait, ok, cette scène, essayez de la faire en impro, et vous avez cette contrainte. Donc on avait une scène entre Faust et Méphistophélès, et on l'a fait en impro. Et avec les masques, en fait, comme c'est tout de l'instinct et tout du moment, en fait, les choses viennent d'elles-mêmes parce que c'est tout ce qui se passe maintenant, quoi. Par exemple, là je serais focalisé sur le micro si j'avais le masque. On se mate dans le miroir pendant un putain de temps et après on est lancé, quoi, comme des animaux en cage. Okay, c'est vraiment intéressant comme manière de travailler. Je connaissais absolument pas. Moi non plus. Ouais. Il y a des bouquins là-dessus, c'est un truc de fou. Non, mais c'est dingue à quel point le milieu de l'improvisation, il y a toute une culture derrière. Il y a plein de bouquins, il y a plein de maîtres penseurs, tu vois. On a nos Platon et Aristote de l'impro, tu vois. Plusieurs méthodes, plusieurs écoles. Tu as l'école de Chicago, tu as l'école un peu plus québécoise, le match d'impro, etc. Donc c'est assez vaste. Je vous encourage du coup à vous intéresser un peu là-dessus. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse dans le sens où en fait j'en parlais tout à l'heure au début du cast et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait j'aurais
peur de me bloquer en fait. Ouais. De me trouver dans une situation où je suis figé. Parce que de manière générale, dans la vie courante, je suis pas quelqu'un de timide. Ouais. Mais dès qu'il commence à y avoir du monde, là, je commence déjà un peu plus à me braquer, tu vois. Ben, je pense que c'est tout à fait naturel en fait. Il y a un des grands maîtres à penser de l'impro qui s'appelle Keith Johnstone. Dans son bouquin, il dit que l'éducation, ça a été une erreur. Et qu'en fait, on apprend aux enfants à avoir peur de l'erreur. Et en fait, il n'y a pas à avoir peur de l'erreur parce que tu peux vraiment dire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de limite, il n'y a jamais de blocage en fait. Ça n'existe pas, ça n'existe que dans ta tête. Et donc en le désapprenant, ben, tu es un peu débarrassé de ce filtre, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et dans l'impro, il y a beaucoup de gens qui étaient avant introvertis et beaucoup qui étaient avant extravertis. Et ils ont un jeu un peu différent, mais du coup, les deux ont un potentiel absolument énorme. Et ce qu'on apprend avec l'impro, c'est que tout le monde est un génie. C'est un peu l'idée générale, tu vois. Oui. Ça, c'est plutôt. Pour le coup, moi, du coup, j'ai fait un petit peu d'impro. Ouais. Alors, j'ai fait de l'impro, bah, c'est un peu l'inverse de toi. J'ai fait de l'impro jusqu'à mes 18 ans. Ouais. Je sais pas, j'ai dû commencer à 12, 13 ans, un truc comme ça. Et. Ah oui, tu m'avais parlé. Ouais, c'était les givrés, c'est ça? Ouais, les givrés à Valence. T'as une affiche, oui, t'as une affiche derrière toi. Super Ouais. affiche là-bas. Et ouais, donc j'ai fait de l'impro. Je me suis arrêté en fait quand je suis arrivé à Saint-Etienne. Mais j'ai fait pas mal d'impro. Et en effet, oui, c'est vrai que la personnalité des gens vient changer la manière dont ils jouent. Mais c'est pas particulièrement parce que t'es introverti que ça va t'empêcher en fait de jouer. C'est-à-dire que c'est. Enfin. De toute façon, il y a entre le moment où tu commences à faire de l'impro et le moment où tu montes sur scène pour la première fois, il se passe pas 3 jours. Donc tu as un peu le temps de t'habituer, de voir ce qui marche, de voir ce qui marche pas. Tu es dans une atmosphère d'entraînement, donc tu es avec des gens en qui tu fais confiance en général. Tu es avec des gens pour lesquels c'est clair que le but c'est pas de vous juger, quoi. Et donc du coup ça permet vraiment je sais pas comment le formuler. Ça permet vraiment en gros de t'exercer, de t'entraîner avant dans un milieu plus sécurisé. Ouais. Plus Puis aussi, sécurisant en tout cas. Puis aussi, c'est un peu un saut en parachute. Hein. Dès que tu es sur scène, tu oublies que tu es sur scène. Tu Oui. vois. Il y a les spots dans la gueule. Enfin, ça dépend des fois. Hein, mais première fois, ouais, j'avais les spots dans la gueule. Je savais que voilà, Qu'il y avait du monde, mais. qu'il y avait du monde, mais en fait, tu l'oublies, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Ils sont plus là. Ils sont là, mais ils sont plus là. Tu vois. C'est que tu es concentré sur ce que tu fais. Et tout ce qui te passe, peut-être les trucs qui sortent de ta bouche, tu les contrôles pas. C'était un moment où tu dis, c'est moi qui dis ça. Et c'était pour mon premier spectacle. Et c'est là où tu te rends compte vraiment du pouvoir de la scène et que tu as en fait. C'est qu'il y a une autre personne qui est là, mais il faut la libérer, quoi. Ouais, tu te retrouves quoi. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et comment est-ce que j'imagine que l'impro, enfin moi je connais absolument pas, donc ça se trouve ce que je me demande là c'est totalement con. Vas-y, pose, Mais- t'as deux pros avec toi. Mon Dieu. Ça. Arrêtez, je vais réussir à parler. Non, comment, parce que le terme improvisation, enfin impro, c'est que a priori tu pars de rien, Mhm. mais comment est-ce que tu te prépares à partir de rien, enfin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que elles sont pas claires. Ouais, alors tu parles Ouais. pas vraiment de Ouais, rien faut- parce ouais, que faut tu as tu des pars pas de contraintes. rien, franchement. Déjà, tu as des contraintes, et même si on te dit c'est improvisation libre, tu peux te les foutre à toi-même, les contraintes. On part jamais vraiment de rien, tu vois. Dis une couleur, Bleu. voilà. Tu vois, C'est une c'est belle tellement contrainte. con, hein. C'est tellement con, mais oui, c'est une contrainte en soi, parce que je t'ai fermé à, Bah, juste, du coup, ouais, à juste une couleur, tu vois. ouais, et ça réduit. Je t'ai dit, dis n'importe quoi, Chèvre. tu vois. Les gens vont passer pour un fou. Ouais. Mais du coup, la contrainte aussi, c'était que tu devais dire quelque chose, donc tu l'as dit, parce que je te l'ai demandé au final. Ouais. Donc en soi, c'est une contrainte, on part toujours de quelque chose. Et puis après, de toute façon, dans la manière dont tu. Alors, ça fait longtemps moi que j'en ai pas fait, donc tu me corrigeras, hein, mais Thomas. Mais dans la manière dont tu pars, en gros, c'est codifié. C'est-à-dire que moi, je sais que, en gros, normalement, tu as 30 secondes en fait. On te donne quelques contraintes, notamment un thème. Et ensuite, tu as 30 secondes pour te préparer avec ton équipe à qu'est-ce qu'on va faire. Et ensuite, il y a un joueur de chaque équipe qui vient. Donc, c'est des joueurs qui n'ont pas préparé l'impro ensemble. Et en gros, nous, ce qu'on nous expliquait dans la théorie, c'est que le premier, il doit essayer de dire une phrase et puis faire des actions qui permettent à l'autre de dire voilà qui je suis, voilà mon personnage. L'autre fait pareil. Donc du coup, au bout de 2 phrases, on connaît les 2 personnages. Et ensuite, la 3e phrase doit être un moyen de les réunir facilement sans détruire le personnage de l'autre. Ok. Voilà. Donc du coup, en fait,
t'as ce genre de technique, t'as ce genre de manière de faire qui fait que bah, tu sors pas de rien en fait. Et encore, tu vois, tu parlais de la concertation, tu vois, les 30 secondes que tu as pour un peu te concerter avec tes collègues. Mais en fait, plus tu as de l'expérience, plus tu rejettes cette concertation parce que tu trouves que c'est un poison en fait pour l'esprit parce que tu te dis, ok, on s'est dit ça sur le banc. Ouais. Donc maintenant, on est sur scène, on doit le faire, tu vois. Oui, Ou alors, il faut te préparer à l'abandonner, cette idée. Mais du coup, autant pas avoir l'idée et rentrer direct. Ouais. Mais n'empêche, c'est très intéressant ce que tu dis sur la personne qui est en face de toi parce que tu sais pas ce que cette personne va dire. C'est là le principe même de l'impro. Comme tu sais pas ce que cette personne va dire, ben t'es obligé de répondre quoi qu'il arrive. T'es obligé d'être très très à l'écoute dans ton jeu en fait. C'est ça, ouais. Déjà rien qu'au niveau corporel, mais aussi ben au niveau, ben, tu vas regarder ce que l'autre fait, tu vois. Même si, ben, je veux dire, s'il fait un mime et il repasse, par exemple. Bon, ça c'est déjà de l'écoute, tu sais ce qu'il fait. Mais juste, s'il est juste là à rien faire, tu dis, ok, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, quelle est son émotion? C'est qui pour moi? Qu'est-ce qui l'a amené à être comme ça? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête, tu vois? Et commencer là-dessus, tu vois. Donc la meilleure contrainte, c'est l'autre parce qu'il est là et il faut lui répondre, quoi. Et ça débloque ton imagination totalement. Ok, d'accord. C'est déjà plus clair. Tu vois. Ça y est, on t'a motivé. Ouais. Mais en vrai. T'as un examen la semaine prochaine, du coup là-dessus. Oh non, j'ai déjà du travail. Terrible, terrible. Et du coup, si on recentre un petit peu sur l'audiovisuel à proprement parler, en dehors du jeu de manière générale, du coup, toi, tu as expérimenté plusieurs tournages différents avec des réals différents. Ouais. Est-ce que tu as l'impression, parce que c'est une question qu'on se posait, moi j'ai toujours un peu été sur des tournages où j'étais le réal, ou en tout cas, je travaillais avec des personnes avec qui, par exemple, en général, on travaille quasiment tout le temps en binôme avec Thomas. Du coup, notre manière de travailler est assez commune. Du coup, Thomas Fromont, moi. Thomas Fromont, pardon, ouais. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que tu as vraiment des manières de réaliser différentes? Est-ce que tu ressens, toi, en tant que comédien, des manières de réaliser différentes, des manières de te diriger différentes? Est-ce que tu as vraiment des ressentis différents sur différents tournages ou... Je pense que oui, il y a un ressenti qui est différent. Après, moi, je me focalise beaucoup sur le fait que les gens sont vachement pros. Parce que moi, ça me surprend tout le temps, tu vois, qu'on fait du court-métrage en amateur. Et que le réal connaisse tous les codes, tu vois, le clap, etc. Le matos, s'il en prend vraiment soin, tu vois. Ça me surprend toujours, déjà. Après, la différence, parce que déjà, le produit va pas être le même. Oui. On va pas faire la même chose. Donc, les directions vont être différentes. Je dirais que la vraie différence que je vois entre chaque réal, c'est juste l'organisation. Mais ils sont tous stressés, tu vois. Ils sont tous stressés, mais de manière différente. Je sais pas comment le dire. Hein. Oui. Soit sur le timing, soit sur le matos, soit sur ci, soit sur ça, tu vois. Mais ouais, ça se voit. Ça se voit. Mais c'est vrai qu'en vrai, un tournage, j'ai l'impression que c'est toujours du stress. En fait. Ouais, mais je pense que c'est un travail où il faut que tu sois d'accord sur le fait que tu vas être stressé, en fait. Oui. Ouais. Parce que c'est indéniable. Et on en a déjà parlé sur le dernier podcast, du coup, mais c'est obligatoire. Et t'as raison, sur tous les points en fait. Comme t'as une équipe à gérer en fait, on fait pas joujou en fait, parce que tu sais que si les gens sont dissipés, on fait rien quoi. Ouais. C'est terrible ça. c'est d'ailleurs assez rigolo parce que le dernier tournage qu'on a fait, en gros, on s'est dit, allez, on va faire un court-métrage où on va essayer de faire le meilleur produit final et de pas s'imposer de contraintes de temps. Ouais. Et au final, les tournages étaient stressants parce que on s'est mis une contrainte de temps quand même en fait. Parce que tu l'as toujours cette contrainte de temps. Même si tu te dis, bon bah voilà, on a le temps qu'on veut pour réaliser ce projet, tu es toujours dans une optique où tu te dis, non mais attends, mais là ce soir, faut qu'on rentre telle scène avant telle heure. Ouais. Parce que tu as toujours des perfectionniste aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis surtout que il se trouve qu'on s'est typiquement, on a fait un tournage où on devait finir style. À 22h, puis on est rentré, il était 3 ou 4h du match, je crois. Ouais, facile, ouais. Et parce qu'on était ambitieux sur le tas en fait. Oui, on avait prévu des choses et en fait tu te rends compte que là je pense que pour le coup on était bien organisé, mais en fait ce qu'on a tendance à s'organiser sur le produit. Donc on se dit pour faire telle scène on va prendre tant de temps, mais on réfléchit pas en amont de comment on va le faire en fait. Ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Typiquement, en fait, on a fait une scène où on était dans une sorte de petit cabanon. Et en fait, dans ce cabanon, on avait set up toute une ambiance. Et donc déjà, ça a été long à faire. Moi, j'étais pas là au début, mais je sais que ça a été un enfer.
si tu veux, on avait ce qu'on avait noté de notre côté, c'est que ce serait dans ce lieu qu'on mettrait une ambiance et qu'on filmerait. Mais dans les faits, il s'est trouvé qu'on a fait beaucoup d'autres choses sur ce lieu et du coup, bah, tu prends beaucoup plus de temps en fait. Ouais. Même dans la manière de le filmer, en fait, on n'avait pas forcément tout prévu. Ouais. Et au final, Vous étiez que 2 là sur ce tournage? Non, on était 4. 5. 5 au final. Ouais, 4 et demi, il y en a un qui était là pour 10 minutes. Ouais, mais à la limite, on peut en parler, on peut faire le passage anecdote maintenant, du coup. Ah, maintenant? Ça faisait partie en fait d'une des anecdotes qu'on voulait à la limite, c'est une anecdote qu'on peut raconter. Ouais. En gros, donc, c'est drôle de A à Z. Hein. J'écoute. En fait, hein. plus ça avance, plus tu te dis, mais attends, mais on est con. Enfin, vraiment, il y a un truc. Quoi. En gros, le but, c'était de tourner un passage dans cette espèce de petit cabanon dans la forêt. Ouais. Donc vraiment, nous, on arrive, donc pour ceux qui connaissent un petit peu les alentours de Saint-Étienne, c'est autour du barrage du Gouffre d'Enfer. Donc c'est un endroit qui est très très joli en été, mais nous on y est allé au mois de décembre, tu vois, donc il n'y a personne au mois de décembre. Il n'y a personne. Notre but c'était d'avoir une atmosphère, en plus on y allait de nuit, donc notre but c'était d'avoir une atmosphère un peu creepy, un peu voilà. Donc, ok, attends, t'es un peu perdu dans la cambrousse la nuit. Ah, mais t'es totalement perdu dans la cambrousse, t'as pas de réseau, vraiment t'as rien. Putain, Et même le sujet du court-métrage faisait que c'était déjà une ambiance pesante, quoi. C'était quoi le sujet? Bon, je pense qu'on peut Parce que là, Oui, si on je peut devais en deviner, parler. c'est un serial killer, mais. Non, c'est pas vraiment un serial killer. En gros, c'est l'histoire de deux personnes qui en fait se retrouvent en pleine campagne, sans essence, du coup qui n'ont pas de réseau, et qui en fait vont essayer de retrouver le village le plus proche, quoi. Mais passent par la forêt et passent par un endroit où elle voit la maison avec un gars un peu chelou. C'est moi. C'est lui. C'est trop bon. Donc en gros voilà. Donc nous on tournait vraiment le passage où on voit ce gars un peu chelou. Je vois ton petit sourire qui Et donc en fait le but c'était de créer ce personnage, c'était un espèce d'alchimiste, tu vois. Donc déjà on s'était un peu emmerdé sur les décors. Même sur le costume. En gros, donc le but, on lui avait fait un espèce de, tu sais, comme les moinisons. J'ai oublié le nom que ça a. Une capuche? Ouais, non, mais. Tu vois à quoi ressemblent les robes de Jedi là, complètes? Ouais. Comme il a Obi-Wan, c'est exactement ça. Une capuche. Non, mais no joke, parce que non, mais ça vient de là en fait. Ouais. Enfin, les Ouais, Jedi, je vois. leur. C'est un peu moine. C'est ça, ça faisait une espèce de grande tunique avec une capuche, ouais, comme tu disais. Mais même de manière générale, donc en fait, c'est là où on a tourné, c'est un espèce de cabanon abandonné, enfin, mais c'est minuscule. Comment vous l'avez trouvé le cabanon d'ailleurs? Ça doit faire 5 mètres. En fait, si tu veux, moi je savais qu'il y avait je savais que ça, en fait, juste en me baladant, je connaissais cet endroit. Et en gros, si tu veux, en fait, donc vu que c'est un barrage cet endroit-là, moi je pense que à une époque, ça devait être un bureau ou alors un truc où ils entreposaient des, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est plus utilisé depuis 50 ans. Donc en fait, en gros, à mon avis, il y a des squats de temps en temps. Mais sinon, c'est vraiment vide, quoi. C'est tagué un peu partout et tout. Et donc déjà, ça mettait une petite ambiance, tu vois. Et donc nous, en fait, on est monté, on s'est vraiment chauffé. Hein. On a fait une espèce d'étagère. En gros, la veille, on allait acheter des planches à 5 balles. Vous-même? Ouais. Ah non, mais on était motivés. Et on s'est fait une espèce d'étagère, mais parce que le but, c'était d'avoir un truc un peu fait à l'arrache, tu vois. Ouais. Donc on a fait des étagères. On a une pote qui a ramené, elle avait ramené genre un cœur de bœuf, tu vois, des trucs comme ça. On avait des trucs assez vénères, hein, on s'était acheté des espèces de bouteilles, on avait mélangé les trucs, genre des colorants avec du lait, avec de l'eau, avec des trucs comme ça, tu vois, pour un peu en fait mettre une ambiance en fait dans l'arrière-fond. C'était vraiment stylé. Et donc du coup nous on s'est dit on arrive, tac, une heure pour préparer, tac, ensuite là. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ouais. Parce que donc en fait déjà il a fallu déplacer une étagère. Donc voilà. Donc et en fait pour arriver à ce point-là en fait tu peux pas te garer en voiture juste à côté. C'est ça. Faut que tu montes à pied en fait. Il y a une montée d'à peu près 15 minutes. Ouais. Ce qui se fait, mais pas quand tu fais 3 allers-retours, tu vois. Et du coup, c'était un tournage qui ressemblait à un film d'horreur en fait. Oui. Le but c'était de faire un truc un peu trailer, ouais. Ouais, le but c'était vraiment de faire un truc avec une ambiance un peu vous êtes mis dans un thriller en fait. C'est ça. Je vais t'expliquer. Donc déjà, on est arrivé et c'était bizarre parce que on est arrivé et puis on voyait des gens avec des frontales redescendre. Alors on sait qu'il y a, tu vois. On sait que
c'est un endroit où il y a des pistes d'escalade. Bon, donc on fait bon, d'accord. Normal. Ok. Et puis genre, tu vois, on venait d'arriver et genre 2 minutes après, il y a un camion de pompiers qui arrive derrière. Genre un VSL, tu vois. Tu sais, les espèces de petites ambulances. Donc déjà, on était en mode, d'accord. Et puis, on était trop bizarre. Genre, on arrivait avec une étagère, avec des sacs, des trucs de matos. Et un cœur de bœuf. Un cœur de bœuf en plein mois de décembre. Enfin, Surtout qu'on avait décoré l'intérieur du coup du bâtiment, mais aussi l'extérieur. On avait mis des sacs, Ah ouais, tu sais, un ça peu avait aucun genre en tissu. Ouais. On avait mis des trucs dedans et du coup ça faisait un sac assez rempli. ouais, et on ça avait- faisait des énormes Ça faisait sacs. vraiment des sacs de bouchées comme si, et en plus il était coloré de rouge, donc ça faisait vraiment hyper glauque même d'extérieur quoi. Ouais, franchement, c'était bien creepy comme il faut. Donc tu vois, donc on a fait bon, ok. Donc en fait, on a commencé à sortir notre matos et tout. Et puis en fait, à mon avis, il y a quelqu'un qui juste s'est retrouvé bloqué en haut de la voie. Puis nous, on les a plus revus après, quoi. Enfin, plus trop. Donc en fait, on était en train de préparer et tout. Mais très vite, la nuit est tombée. C'était notre but, hein, on voulait tourner de nuit. Et on s'est mis à tourner à cet endroit-là. Et en fait, du coup, des fois, parce qu'à mon avis, il y avait un mec de bloqué, le temps qu'il se débloque, qui machin. Des fois, on voyait des gens passer dehors avec juste une frontale. Donc déjà, nous, on était là, on s'attendait à ce qu'il y ait personne, parce que bah, c'est un endroit où il n'y a personne, quoi. Habituellement, Voilà. oui. Et il y avait un peu des gens qui passaient. Bon, dac. Au bout de 22h, à 22h à peu près, bon, il n'y avait plus personne dehors, il faisait vraiment nuit, il commençait à faire froid. Et notre pote, là, qu'on disait qu'il y avait 4 personnes et demie, part. Donc en gros, on n'était plus que 4. Et en fait, moi, je faisais la réal. Et les 3 autres étaient acteurs. Et en fait, la disposition faisait que moi, je faisais la réal et j'étais très très proche de la porte. En gros, j'étais dans l'encadrement de la porte, quoi. J'étais quasiment dehors. Et en fait, moi, donc ils étaient en train de jouer et tout, et moi, étant près de la porte, j'entendais des bruits. Mais quand je te dis que j'entendais des bruits, c'est que genre, ah mais c'était horrible. Eux, ils se foutaient de ma gueule évidemment, mais il y a des plans, je pense, où ils se foutent de ma gueule. Ouais. Mais moi, je flippais comme un fou. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'entendre des bruits, des trucs qui grattent, des gens qui parlent et tout. Au bout d'un moment, j'ai compris que, en effet, l'un de nos... Putain, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais l'un de nos enregistreurs son, en fait, a rediffusé certains trucs qu'on avait enregistrés. D'où les petits bruits en fait. D'où en fait on entendait des bruits de gens qui parlaient. En fait, mais c'était de vous. loin. Et en fait, c'était nous. mais c'était nous d'il y a 5 minutes, tu vois. Surtout qu'on pensait que c'était parce que du coup notre pote vu qu'il était parti, on s'est dit bon, ça se trouve il fait une très mauvaise vanne Ouais, c'est ça. et il vient nous flipper en fait. Ah, mais c'était terrible, c'était vraiment terrible. Donc déjà, il y avait ça, quoi, qui était flippant. Et ensuite, ça s'est déroulé sur toute la soirée. Et en plus, moi, j'avais en tête que, entre guillemets, même s'il y avait quelqu'un qui nous voulait du mal autour de nous, on n'avait pas la possibilité de partir vite. Parce qu'on avait tellement déployé de matériel que pour ranger, il y en avait pour un quart d'heure. Et pour le redescendre au bagnole, il y en avait pour une demi-heure. Donc, on n'avait vraiment pas la possibilité de se barrer vite. Et j'étais ultra angoissé. Genre vraiment, c'était assez désagréable comme sensation. Ouais. En plus, vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait des bêtes autour de moi et tout. On sortait avec les gros panneaux LED pour regarder un peu s'il y avait du monde et tout. Et puis on se rendait bien compte qu'il y avait personne. Ouais, sachant que moi de mon côté je faisais un peu le malin parce que je pouvais pas bouger vu que j'avais ma toge là. Du coup je me ouais, je vais rester là moi, je peux pas bouger. mais vraiment, j'étais le plus stressé d'entre tous. Parce que j'étais vraiment dans l'embrasure de la porte et tout, et j'entendais du monde, quoi. Alors que eux, ils étaient à l'intérieur, ils étaient dans attendaient que l'ambiance dalle. du tournage. Il y avait une ambiance différente, mais ouais, ça c'était vraiment un tournage vraiment flippant, Ouais, quoi. tu l'as vraiment mal vécu toi. Ouais. Ah, mais sur le coup, je l'ai mal vécu. Et puis en fait, après, au bout d'un moment, c'est passé et on en a rigolé, quoi. Et au final, franchement, c'était un tournage cool. D'autant plus que c'était agréable de s'embêter à faire ce tournage, de s'embêter à préparer des décors, préparer des trucs et tout. Enfin, ouais, vraiment, on s'était bien embêté. Je me dis parfois, des histoires comme ça, on pourrait en faire un court-métrage. Mais ouais, c'est Un exactement court-métrage ça. sur un court-métrage. Ouais, c'est clair. Ouais, mais carrément. Ça ressemble un peu à Super 8. Ouais. Tu vois, c'est un peu le même délire que Super 8, ça d'ailleurs. C'est un peu à l'arrache. On va au milieu de nulle part. Ouais, je connais une cabane, t'en fais pas, ça va bien se passer. Non mais y a personne. Ah, mais... À part un monsieur chelou. Ouais, c'est ça. Mais franchement, n'empêche, c'était un tournage intéressant.
Mais je pense qu'on apprend toujours de toute façon. Hein. Ouais. C'est les moments les plus chelous dans lesquels on apprend le plus, quoi. Ouais, en plus là c'était vraiment la galère parce qu'on avait pas mal de caméras, fallait qu'on gère le son, enfin, franchement c'était sport. Ouais, c'était sport, ouais. Et puis c'était compliqué parce que c'est un tournage qu'on a fait un dimanche soir. Donc on avait la contrainte de pas rentrer trop tard parce que le lundi fallait retourner en cours, Bah quoi, ouais, donc en plus de l'hiver et de... En plus du fait que évidemment il faisait froid, il y avait du vent, pas de wifi. Il n'y avait pas de wifi, il n'y avait pas de réseau, enfin c'était vraiment l'enfer. Putain, j'ai jamais pris de risques comme ça. Moi, c'est toujours été dans des appartements, des trucs comme ça. Ah bah nous cette série de tournage, ouais, ça a toujours été en extérieur, dans des coins un peu cringe comme ça, mais c'était franchement cool. Je pense que le pire peut-être, bah, c'était la figuration que j'ai faite pour Les Sauvages. Une série Canal, une mini-série de 6 épisodes. Il y avait Roche Dizem et Marina Foïs dedans. Ouais. J'étais juste figurant pour être un supporter des Verts au stade Geoffroy Guichard. Ah oui. Et ouais, et je pense que les 3/4 de la ville ont bossé pour ce tournage, on fait figurant, hein, donc il y a un spécial là-dedans. Mais ouais, ils te font débarquer à 15h pour signer un contrat, etc. Il y a toute une organisation, c'est un coordinateur des figurants. Plus t'as de monde, plus t'as de logistique de toute manière. Ouais. Et ouais, on a vraiment commencé à bosser, genre super tard, genre 21h, 22h, un truc comme ça. Et on a fini à 2h du matin. Quoique non, c'est des conneries. On a fini à 2h du matin en tout cas. Ouais. Je sais pas combien de temps on a bossé en fait. J'ai perdu le sens du temps. La notion du temps, ouais. Mais le truc, c'est que comme on était 80 et ils voulaient faire une foule de 100, de 300, 400 ouais. même, genre, une grosse foule pour pouvoir avoir toute une section du stade, et ben, ils nous ont fait déplacer plusieurs fois, tu vois. Ouais. Ah ouais, d'accord. Tu vois, donc moi j'ai retrouvé le passage dans lequel je suis, et j'ai fait pause, et du coup ça dure 2 secondes, hein, mais tu vois toute la foule dans laquelle je suis, et je me suis cherché où j'étais, je me suis trouvé 3 fois. Je me suis trouvé 3 super cool. Mais après c'est vrai qu'à la fin, tu sais, ils nous servaient des chili con carne, on mangeait, et tu avais quelqu'un qui gérait les figurants et qui était là à dire ok, bon, on fait 5 minutes de pause, ok, maintenant on va déplacer ci, on va déplacer ça. Et tu voyais que dans la logistique, ils pensaient aussi au moral. Parce qu'ils étaient là à nous dire vous en faites pas, ça va bien se passer, vous en faites pas, c'est bientôt fini, etc. Et qu'ils avaient pensé à ça parce qu'ils ont déjà dû avoir une mutinerie des figurants qui pètent un câble. Et ouais, on finit à 2h, 3h du matin. Il fait super froid, c'est sous la pluie. Et puis c'est à ce moment-là que je me rends compte, merde, j'ai pas de bagnole, il va falloir que je rentre chez moi à pied depuis Geoffroy Guichard et ça prendrait bien 1 heure. Mais il y avait un gars qui était juste à côté de moi qui m'a dit bah, si tu veux, je peux te ramener, je suis en bagnole. Ouais. Et je suis tout seul, tu sais, ça fait un covat. Oui. Voilà, c'est pratique. Ouais, c'est cool. Et donc, du coup, est-ce que tu as, un petit peu pour conclure cette émission, est-ce que tu as une petite anecdote de tournage, quelque chose d'un peu pétillant? Oui. Tu nous as fait miroiter avant le tournage, quelque chose qui m'avait l'air bien. Ouais, c'est bien croustillant. J'ai encore les boules, hein, ce jour. Ok, donc en fait, j'étais en service civique pour la ville de Saint-Etienne, le service jeunesse et vie étudiante. Et il y avait le CCJ, qui est le conseil consultatif de la jeunesse, qui a un conseil de jeunes qui font une multitude de projets qui sont aussi appelés par exemple les élus pour avoir l'avis de la jeunesse, tu vois, sur un certain sujet. Et donc du coup ils ont écrit un putain de court-métrage qui s'appelle Réveille-toi, et c'était un court-métrage de sensibilisation aux personnes handicapées dans les transports en commun. Donc on avait fait ça en partenariat avec la STAS. On avait des trams qui étaient privatisés pour juste nous pour la journée. On avait 2 journées de tournage. Enfin, c'était plus. On n'a pas eu ça, donc on a filmé pour la STAS. Non, on a plus ça. Une journée, une demi-journée, on va dire plutôt une journée et demie sur 2 week-ends. Et ils ont fait un casting pour avoir des gens qui puissent faire les figurants et le personnage principal, qui était une personne handicapée tout du long, sauf que, attention spoiler, il est pas handicapé, il rêve d'être handicapé. Il était il était endormi dans le tram, en train de rêver une situation de handicap dans laquelle il était. Et donc il se réveille, il est valide, mais il est assis sur
sur une place handicapée. C'était ça l'idée. Donc moi donc il fallait une personne valide pour jouer quelqu'un d'handicapé, tu vois. Ouais. Donc j'ai fait le casting et c'est marrant parce que le réalisateur qu'ils ont embauché, c'est un pote à moi. Donc j'ai fait le casting, mais c'est 2 personnes du CCJ que je connais et c'est un pote à moi, tu sais. Et ils m'ont vouvoyé, ces enfoirés, pour vraiment me mettre dans un côté formel. Et donc moi j'étais stressé, tu vois, j'ai fait putain, vous êtes vraiment des salauds pour ça. Et j'ai l'impression d'avoir foiré. J'étais vraiment pas au top de ma forme parce que voilà. Ouais. Mais j'ai eu le rôle principal. Donc C'est cool. voilà, donc c'est cool. Donc ils avaient un fauteuil roulant et tout ça. Mais sauf que du coup, il fallait des costumes. Et comme la ville avait un budget assez réduit, ils m'ont dit ouais, on a besoin que. Est-ce que tu as telle fringue, telle fringue, telle fringue? Et est-ce que tu as pas dans ces fringues? On essaie de le trouver d'une manière ou d'une autre. Donc c'est moi qui fournis les fringues. C'est moi qui fournis les fringues et fallait que je pouvais pas me pointer avec le jour du tournage parce qu'il faut toute une coordination, tu vois, et ils me font pas confiance. Donc donc ce qu'ils ont fait, ils m'ont dit ok, viens ce mercredi avec toutes les fringues. Et donc en fait je me suis pointé là-bas et j'ai au service jeunesse et vie étudiante, l'espace info jeune, et j'ai donné mes fringues et je les ai mis dans des cintres. Et je l'ai donné à une fille du CCJ qui était chargée costume. Ouais. Et donc, le matin du premier tournage, je devais être peut-être à 7h du matin au dépôt Stas. Ouais. Donc moi, je me lève, je prends le tram. Et c'est en plein milieu du chemin, dans le tram vide, parce que c'est un dimanche. 7 heures, quand même. Ouais, c'était un dimanche. Et que je reçois un coup de fil du Réa. Et il me fait salut Thomas, est-ce que tu as reçu un coup de fil du coordinateur du projet? Je vais pas donner son nom. Hein, parce que, voilà. T'inquiète. Et ouais, du coup, est-ce que tu as reçu un coup de fil de lui? Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? Et je fais non. Déjà là, ça sent pas bon. Là, ça sent pas bon, mais en fait, moi, je suis un peu genre, c'est pas mon problème, tu vois. Déjà, je me mets dans la posture que si vous êtes arrivé des emmerdes, moi, honnêtement, je fais mon taf et je me casse, tu vois. Je faisais ça bénévolement en plus, tu vois. Ok, Donc, oui, donc bon, au bout d'un moment. ouais, et il me dit, ouais, il y a apparemment, il y a eu quelqu'un, en gros, une voiture de la ville, un camion de la ville avec tout le matos. Qui était dans un garage privé. En gros, quelqu'un a mis une pierre sur le garage, donc il était ouvert, donc facile à réouvrir. Et ils ont piqué dans plein de bagnoles, dont cette voiture qui appartenait à la ville. Tu vois. Et donc, moi je suis là à dire ah merde, c'est dur pour vous. C'est dur pour vous, tu vois. Et il me fait bah ouais, le café, on a le café. Il y a vraiment un gars qui s'est dit non mais attends, mais là il y a un paquet de café, on va le voler. C'est qu'il y avait tout un catering de prévu pour tous les figurants. Donc moi je parle du café, mais c'est un exemple en fait. Juste tout le catering plus le matos plus un fauteuil roulant qui c'était pas un fauteuil roulant de qualité, mais genre il valait une blinde quoi. Mec, il valait bien tu voles un fauteuil roulant. Je suis pas handicapé, mais je pense que ça vaut extrêmement cher. Ça vaut plus qu'une télé, je pense, tu vois. Oui, surtout que je pense que vraiment en tant que cambrioleur, à quel moment tu dis que je sais pas, même éthiquement tu te dis non mais moi je vole ce fauteuil roulant, j'ai pas c'est ça. Mais attends, parce qu'en fait c'est ce que le Réa me dit, on sait pas ce qui a été volé et il me dit ouais je sais pas, tu vois, le catering, le fauteuil roulant, c'est ça ce qui faisait le plus peur, le fauteuil roulant et tes fringues. Et moi je suis là, pardon quoi hein. Et le truc c'est que j'avais donné des bonnes fringues, tu vois, c'était genre 2 jeans, 2-3 pulls, 2 t-shirts, parce qu'il y avait une scène dans laquelle il y avait un montage dans lequel on voyait dans plusieurs fringues différentes. Et donc j'avais aussi un manteau. Manteau qui était tout neuf et qui m'avait coûté genre 100 balles. Ça semble être que dalle pour les gens, mais pour moi c'est beaucoup, tu vois. Parce que je suis fauché, tu vois. Donc moi je suis là à dire putain de merde. Et le Réa me dit ok, descends à cet arrêt, je te rejoins parce qu'il vivait à côté. Et il s'est dit on va y aller ensemble pour pouvoir parler un peu de ce qui se passe. Parce que lui aussi c'est pas. Lui il vient aussi avec son matos, mais on lui a pas demandé de mettre sa caméra dans le camion, tu vois. Et qu'il se débarque avec, donc lui ça va. Mais du coup il est là.
a essayé d'appeler le coordinateur du projet. Et apparemment, ben, c'est la catastrophe, tu vois, on n'arrive pas à le contacter. Quand on arrive à le contacter, ben, apparemment, il est en train d'appeler 20 personnes différentes. Et il nous dit, allez quand même au Dépostas pour voir ce qui se passe. Donc on arrive au Dépostas et tout le monde est là. Personne n'est au courant en fait. Oh putain. Personne n'est au courant et les gens sont là, il est où le catering? Et les ouais. fringues à Thomas, putain, elles sont où? Mais c'est qu'ils sont pas encore au courant, ça aussi, tu vois. Et du coup, Le mec qui arrive, petit café. les gens deviennent de plus en plus au courant que ben, la raison pour laquelle le coordinateur n'est pas là, c'est parce qu'il est en train de passer 10 000 coups de fil. Ouais. Et en gros, il débarque avec le camion qui a été cambriolé. Donc on voit que la fenêtre a été pétée. Ils ont pris les fringues et la bouffe. Ils ont laissé le truc qui avait le plus de valeur, le fauteuil roulant. Ouais. Donc en fait, c'était des crèves la faim, tu vois. Oui. Donc voilà, il y a la meuf qui était chargée des costumes avait un frère qui avait à peu près mes mensurations. Ouais. Donc elle a pris des fringues à lui et bam, on part sur le tournage. Ouais. Donc on l'a fait quand même. Ouais. Et Ce donc stress de début de tournage. ouais, donc moi je suis là à faire un tournage en bénévole, à me dire bon ben, va falloir que la ville me rembourse quand même les gars, parce que chaud. Et donc moi je fais le taf, hein, honnêtement, tout s'est très bien passé, ça a été cool, c'était une excellente expérience. Ouais. À part ça. Est-ce que la vidéo est disponible ou pas? Ouais, elle est disponible sur YouTube, ouais. Réveille-toi, ben, sur la chaîne de la ville de Saint-Etienne, je pense. Réveille-toi, le titre, c'est ça? Réveille-toi, ouais. Ok. Si je me trompe pas. Hein. Et il avait diffusé dans le tram, le court-métrage. Ils avaient mis des télés au fond du tram pour que les gens puissent aller le voir. Parce que personne. Ils ont aussi PETA. On a plus télé. Et donc, quelques semaines plus tard, quand on avait fini le tournage, du coup, je suis encore en conversation avec le coordinateur. Qui est, tu vois, un fonctionnaire, il fait de son Il mieux. est Hein. pour rien, oui. Et du coup, ben, c'est un pote aussi, hein, tu vois. Il est emmerdé pour moi. Et du coup, il parle avec la branche juridique de la mairie, quoi. Tu vois, ils ont des avocats spécialement pour ça. Et en gros, ben, le fonctionnaire juridique de la ville de Saint-Etienne, il dit alors. Le camion appartenait à la ville, donc on peut rembourser la vitre, etc. Sauf que tout ce qui était à l'intérieur n'appartenait pas à la ville. Donc techniquement, ce qui a été volé légalement n'existe pas. Ah putain, ok d'accord. Donc la ville peut pas me rembourser parce qu'en fait, moi, je dis combien de la valeur des fringues, tu vois, mais en fait c'est une estimation dans ma tête, tu vois. J'ai pas tous les tickets de caisse, etc. J'en ai quelques-unes, tu vois, mais après c'est qu'une estimation. Et ouais, donc à la fin, ben moi je suis là, bon bah qu'est-ce qu'on fait? Et mon pote qui est vraiment emmerdé qui fait je sais pas, bah rien en fait. On est désolé, mais on peut rien faire pour toi. Voilà. Yes, quel plaisir. Donc tu t'es fait un peu niquer. Mais complet, en même temps, voilà, c'est sûr que. Et toi, tu pouvais pas faire marcher ton assurance de ton côté? Enfin, je sais pas trop comment ça se passe. Ouais, j'ai essayé de contacter, mais honnêtement, il y avait rien que je pouvais faire vraiment. Ouais, mais en tant que personnel, tu vois, parce que c'est pas moi qui me suis fait voler, en plus, c'est le camion. Tout le monde se rejette la pierre dessus, tu sais, c'est. Bah ouais, en fait, donc personne ne veut me rembourser, quoi, et bah, je me suis fait péter mes fringues, quoi. Du coup, on peut peut-être ouvrir un Tipeee pour rembourser. Oui, s'il vous plaît. Les fringues de Thomas. Oh merde. C'est quoi le projet? Acheter des fringues, c'est tout. Cagnotte Litchi, un truc comme ça, je sais pas. C'est terrible. C'était il y a 1 an ou 2, ouais. Putain, mais c'est dingue ça quand même. Ouais, c'était rocambolesque, hein. Ouais, j'imagine. Parce que tout s'est très bien passé à part ça, hein. C'est juste moi, c'est le personnage qui est là, l'acteur principal qui est là. Bon, est-ce que tu peux faire ça pour la prochaine scène? Et vraiment désolé pour tes fringues, hein. Mais du coup, ça t'a pas empêché de tourner? Ça t'a pas, dur de tourner derrière? Honnêtement, quand j'étais sur le moment, ça allait, tu vois, j'oubliais. C'est plus tard que je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'ai perdu mes fringues. C'est vrai quand même, ton histoire. Bon, bah c'est cool. Bah écoute, c'était sympa. Enfin, non, c'est pas cool, mais oui. Enfin, c'est pas cool. C'est cool de m'avoir, je pense qu'il voulait dire. C'est cool de discuter avec Parce toi. qu'en fait, c'est moi qui ai tes fringues. Donc, et voilà, c'était un prank. 2 ans quand même avant de la ville. Bah, en tout cas, merci de m'avoir eu. Hein. Bah, c'était un vrai plaisir. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse des petites recommandations ou vous avez pas d'idée?
Moi, j'ai trouvé ça très rapidement. Des recommandations Des sur... recommandations de ce que tu veux, de trucs qui t'ont fait kiffer il y a pas longtemps. Je pense qu'il faut prendre un peu de temps de réflexion. Hein, très bien. Si tu veux, je peux faire la mienne en attendant. Moi, ce que je vais vous recommander cette semaine, c'est un podcast qui s'appelle Eau stagnante. Et c'est un podcast sur les eaux stagnantes. Donc, je te jure que c'est vrai. C'est un truc qui a été fait par 2 heures de perdu. Je sais pas si vous connaissez, c'est des gens qui font des podcasts plutôt sympas. Et en gros, donc ils ont fait ce podcast qui s'appelle Eau stagnante et où ils passent 40 minutes à peu près à parler d'eau stagnante. Et donc pour l'instant, il n'y a qu'un épisode malheureusement, mais c'est à mourir de rire. C'est évidemment empreint d'une certaine ironie, mais vraiment c'est très très drôle et j'ai passé 40 très bonnes minutes à écouter ce podcast sur les eaux stagnantes et c'est un peu la classe de pouvoir dire que maintenant j'ai plus de connaissances sur les eaux stagnantes. Voilà. Ok, c'est un truc de barque ça. Franchement c'était très très drôle. Ok, moi j'en ai une. Vas-y. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Every Frame a Painting et qui en anglais veut dire chaque image une peinture. Ouais. C'est un peu, je crois que c'est peut-être Kubrick qui avait dit ça, Mhm. que dans un film c'est comme si chaque Chaque plan était une peinture, même plus que chaque plan, chaque seconde, tu vois, Mhm. le déplacement, etc. Et donc du coup c'est une chaîne YouTube qui n'a pas publié de vidéos depuis peut-être 2-3 ans. Mais en tout cas toutes les vidéos sont encore là. Et c'est c'est une analyse vraiment de la composition de la composition, tu vois, de la technique cinématographique en général et de ce qu'on voit en fait. Ça apprend aussi le spectateur à comprendre ce qu'il voit quand il voit des images, tu vois, Mhm. au cinéma. Et il a fait un épisode, je vous conseille tous, hein, il a fait un épisode sur les chaises. Dans le cinéma et à quel point c'était important d'avoir une bonne chaise parce que ça représente le personnage quand même, une chaise. Putain, Hein. mais ça va avec mes autres troubles là, c'était terrible. Mais attends, il a fait un épisode sur Jackie Chan aussi. Mhm. Et il avait des Mais trucs. je crois qu'on l'a et vu, ouais. Ouais, celui-là, tu nous l'avais montré. Je vous l'avais montré, quand putain. que t'étais venu ici. Ouais. C'est un truc de barge. Et il arrive à rendre Jackie Chan vraiment très intelligent, quoi. C'est que la manière dont les cascades sont faites, au niveau timing et effet comique, c'est du génie, tu vois. Mhm. Et le fait qu'il puisse expliquer ça comme ça, c'est cool parce que du coup, ça nous apprend, ok, comment définir ce qui est drôle et pas drôle, définir ce qui est important dans le plan, qu'est-ce qu'il faut, où est le focus, etc. Ouais. Donc le conseil. Ok, bah moi j'ai recommandé 2 trucs. Ah bah, bravo. 2 séries. Alors, j'ai pas encore regardé la 2e saison, mais je vais m'y hâter. J'ai la première saison et je le trouve exceptionnelle. C'est Dead to Me. C'est sur Netflix. Et c'est une très bonne série. Je vais peut-être faire le pitch du départ en fait, pour expliquer ce que c'est. En fait, c'est une femme dont le mari est mort en fait, est décédé. Et non pas d'une cause naturelle, mais par un accident en fait. Il était à pied et il s'est fait percuter par une voiture. Et donc, je crois que c'est après un certain laps de temps, style 1 an, a fini par aller dans un groupe de parole Mhm. et a rencontré une femme qui est dans une situation similaire et se lie d'amitié. Et voilà. Donc, le but en fait de la série, enfin le but de cette première saison en tout cas, c'est de retrouver qui est l'auteur de ce crime en fait. Ok. Donc voilà. Et la 2e série, c'est simple, c'est Calls, qu'on a regardé dernièrement avec Tanguy. Pardon, Oui. il y a eu un petit grésillement, mais t'inquiète, vas-y. Ah, ok, d'accord. Juste, moi en tout cas, j'ai vraiment binge-watché les 2 premières saisons à fond les ballons. Et genre, c'était une très bonne expérience. Ouais, c'est vrai que Cole, c'est ouf quand même, Cole. Sachant que, en fait, on a regardé la première saison, moi je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, quand on est arrivé sur la 2e saison, on a regardé le premier épisode. Déjà que la première saison est déjà assez prenante, mais le premier épisode de la 2e saison, on a pris une claque. Et on a arrêté celui-là pour la soirée parce qu'on n'en pouvait plus. Pour contextualiser Calls, en fait, le principe, c'est que c'est une série audio, en fait. C'est CA2LS. Voilà. Ouais, c'est ça. Et comme en on l'appelle. gros, le principe, c'est que donc il y a un visuel où en gros, tu vois ce que disent les personnages, c'est écrit, mais tu ne les vois pas jouer. C'est-à-dire que c'est vraiment une série audio, quoi. Sachant que la manière dont c'est représenté n'est pas juste du texte C'est banal. pas juste du texte, ça te donne des informations, en gros, parfois. C'est mis en scène quelque part. hein. Ouais. Et donc du coup c'est la trame de fond, c'est une trame d'apocalypse et c'est vraiment très très bien fait
Et c'est pareil, il y a souvent des ambiances assez horrifiques. C'est fait par Timothée Hochet qui est très très bon pour mettre en place des ambiances horrifiques. Et vraiment, c'est hyper angoissant. Parce que vu que t'as que l'audio, bah, ça te laisse t'imaginer des trucs. Et c'est pire que si t'avais un visuel, tu vois. Donc vraiment, il y a le premier épisode de la saison 2. On l'a regardé, on s'est regardé. Et on a arrêté parce que juste ça nous suffisait, tu vois. Ouais. On était assez mal comme ça. Mais par contre, vraiment, c'est très bien fait. D'un point de vue technique, c'est ouf. Les acteurs sont géniaux. Les acteurs sont vraiment ouf. Vraiment, ils ont fait jouer plein de gens trop bien. Puis même dans la réalisation, de la manière dont c'est fait, ouais. Il y a quelques making-of sur YouTube et tu vois que le travail est monstrueux. Ouais, c'est impressionnant. Surtout dans la mise dans l'ambiance. Ouais, en fait, tu sens que même si c'est juste une série audio, dans la volonté de réalisation, c'est pas juste on va se mettre dans un studio et puis on va avoir un micro et puis on est bon quoi. L'objectif c'est aussi de les mettre dans des situations et tout. Il y a certains tournages qui ont été faits dans des lieux réels en fait. Et donc du coup ils sont dans un appartement et tout, et même s'ils prennent que le son, bah ils font les mouvements et tout, et donc ça te met dans une autre dynamique, je pense, en tant qu'acteur. Et franchement c'est une super série. C'est des épisodes d'une dizaine de minutes. Il y en a 10 par saison, donc ça fait vraiment 200 minutes par saison, quoi. Il y a 2 saisons, ça se regarde très très bien, et c'est super bien. Du coup, j'en ai un autre, moi. Vas-y, je voudrais conclure sur Calls, c'est que du coup, c'est très très bien, et puis c'est très très français. Enfin, c'est que toutes les personnes qui travaillent là-dedans sont français. C'est français. C'est français, c'est Canal+, c'est produit par Canal+. Voilà, donc je voudrais bien mettre ça en avant parce que c'est français, quoi. Ouais, c'est français. Mais pour autant, c'est pas parce que c'est français. C'est assez intéressant parce qu'il y a aussi un jeu sur les langues étrangères, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est français que tout est en français. Il y a des parties où ils parlent en anglais, ou il y a même un épisode où ils parlent en espagnol. C'était l'épisode qu'on parlait, la première et la deuxième saison. Du coup t'as des sous-titres de toute façon, donc ça ne te gêne pas dans la compréhension. Mais c'est aussi intéressant de voir comment la langue est maniée, quoi. Voilà. Ok, le mien, du coup, c'est... moi, c'est un exemple parfait de ma théorie du fait que les meilleurs films, c'est ceux que t'as pas besoin de voir la bande-annonce, t'as qu'à avoir un mec qui te dit ce qu'il y a dedans. Et le plus c'est... Putain, j'arrive pas à m'imaginer à quoi ça peut ressembler. Le mieux c'est... Donc moi, on m'a raconté une fois le scénario d'un film et je me suis dit, j'arrive pas à Harry imaginer. Potter, donc c'est un gars qui a une baguette magique. Non, c'est un truc de fou. C'est une meuf qui m'a dit, je te conseille ce film qui s'appelle Booba Hotep. Je connais absolument pas. C'est un petit film, tu vois, mais il a un peu un statut culte quelque part dans le monde. C'est un film américain avec l'acteur qui jouait Ash dans Evil Dead. Et en gros, c'est l'histoire de Elvis Presley. Il est pas mort en fait. C'est qu'il a échangé de vie avec un de ses sosies pendant une journée. Et pile ce jour-là, son sosie meurt. Donc en fait, tout le monde croit que Elvis est mort. Mais en fait, lui, il est encore en vie. Et il essaye de dire aux gens, non mais en fait, je suis en vie. et personne ne le croit. Donc maintenant, il est vieux dans une maison de retraite. Et personne ne croit que c'est Elvis. C'est énorme. Et attends, c'est pas fini parce que son meilleur pote, c'est un black qui croit être John Fitzgerald Kennedy. et en gros, tous les deux, ils combattent un zombie. Mais quel bordel. C'est un truc de fou, hein. On m'a raconté ça, j'ai dit mais comment c'est possible, à quoi ça ressemble ce film? Et j'ai vu ce film et il est énorme. Tu peux nous redonner le titre s'il te plaît? C'est Booba Hotep. Comme Booba le rappeur et H-O plus loin et plus loin Tep. Ok, d'accord. En vrai, c'est une très bonne reco, je trouve. Attends, non, c'est pas, excuse-moi, c'est pas un zombie, c'est une momie. Okay. C'est une momie, c'est pour ça que c'est comme Imhotep, tu vois. C'est Booba Hotep, tu vois. Ok, d'accord. Et donc c'est une momie et tous les deux défendent la maison de retraite contre la momie. Ok, c'est vraiment énorme. Et sur cette belle recommandation, je pense que nous allons pouvoir nous quitter. Yes. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode avec un nouvel invité. C'est ça. Allez, salut. Au revoir. À la prochaine.